Bonjour, bienvenue en Bourgogne, bienvenue à Beaune pour une série sur la peinture bourguignonne des 15e et 16e siècles. Dans ce premier épisode, nous allons aborder un cas complexe au 15e siècle, le cas de Pierre Spicre et plus généralement le cas d'Espicre, donc de son père Guillaume. Pierre Spicre est un artiste documenté entre 1470 et 1478, soit un laps de temps assez faible finalement à l'échelle du XVe siècle. Les Spicre jouissent d'une réputation assez importante à Dijon en cette deuxième moitié du XVe siècle. Guillaume, déjà, a été maître verrier des ducs de Bourgogne et a été notamment chargé d'organiser, en association avec Adam Dumont et Jean Changenay, des obsèques de Philippe le Bon en 1467. Pierre, quant à lui, également déjà assez connu, est désigné juré expert lors de la réception du tombeau de Jean sans Peur et Marguerite de Bavière, une œuvre bien connue, un chef-d'œuvre du XVe siècle, aujourd'hui conservé au musée des Beaux-Arts de Dijon, réalisé par Jean de la Huerta et Antoine Le Moiturier. Les Spicre s'inscrivent donc dans un écosystème très dense à cette époque-là, un écosystème de peintres, puisque Dijon est un lieu de passage à l'époque, dès cette fin du XVe siècle, avec des artistes qui viennent d'Italie, qui viennent d'Allemagne, et beaucoup de peintres actifs dans les rues dijonnaises. Le problème avec les Spicre, c'est qu'on a assez peu de documents à leur sujet. Il a fallu attendre la fin du XIXe siècle pour redécouvrir, ne serait-ce que Pierre Spicre. En 1899, en effet, dans les archives de la collégiale de Beaune, était découvert un contrat daté de 1474 dans lequel le chapitre de la collégiale, passé pour le compte de Jean Rollin, commande des patrons, à savoir des cartons de tapisserie, des patrons des histoires de Notre-Dame à un peintre nommé Pierre Spicre. Donc à partir de la découverte de ce document en 1899 par Joseph Garnier, on peut le citer, les érudits locaux se sont fort logiquement intéressés à ce nouveau peintre du XVe siècle qui devait être assez important, puisqu'il travaillait pour le compte de Jean Rollin, qui lui-même était très important à l'époque. Donc il a réalisé ces cartons en 1474, seulement ils ont été transposés en tapisserie 25 ans plus tard, en 1500. Et pas pour le compte du même commanditaire, à savoir Hugues Lecoq, qui a pris la place de Jean Rollin sur les tapisseries. Il est possible que Jean Rollin n'ait pas fait tisser les tapisseries finalement, puisqu'en 1483, ses relations avec le pape se dégradent et il doit se replier vers Autun, et sans doute que cette commande, qui était assez importante, n'était plus sa préoccupation principale. Et Hugues Lecoq, 25 ans plus tard, pour le coup, qui lui a voulu faire tisser des tapisseries en se faisant représenter, a fort logiquement repris les cartons de Pierre Spicre, qui devaient toujours être dans la collégiale, et les a fait tisser et adapter par d'autres artistes, des artistes qui l'ont lui-même représenté sur 2 pièces de la tenture. Dans le mouvement de cet intérêt pour Pierre Spicre que l'on venait de découvrir, les érudits locaux ont cherché des documents et surtout certains ont cherché juste à faire des attributions, sans se baser sur des documents. Des découvertes de documents, il y en a eu, et aujourd'hui on a plusieurs mentions de Pierre Spicre. On sait notamment qu'à une époque il réside rue de la Verrerie, derrière le palais des Beaux-Arts de Dijon aujourd'hui, qui était le palais des ducs de Bourgogne. Donc quelques mentions, mais qui n'ont pas permis d'aller plus loin que 1478, puisqu'on pense qu'il décède à cette époque-là, et pas avant 1470, donc on ne sait pas ce qu'il fait avant. On a également découvert des mentions d'autres Spicre à Dijon, notamment Guillaume, que l'on identifie traditionnellement comme le père de Pierre, Guillaume qui décède en 1477. On a également trouvé d'autres Spicre à Dijon dans ces années-là, notamment un Laurent Spicre qui est orfèvre, donc qui ne nous intéresse pas ici, mais c'est pour montrer que c'est un nom qui n'est pas non plus inconnu, un nom d'origine sans doute peut-être tournaisienne, et qui dans les documents a une orthographe un peu capricieuse, c'est-à-dire qu'on peut avoir Spicre, Speaker, Spilg, des orthographes vraiment qui ne rendent pas la tâche facile.
Pour revenir sur le cas précis de Beaune et de la tenture de la vie de la Vierge, qui est centrale dans le dossier Perspicre, comme on va le voir tout au long de cette vidéo, après 1899, d'autres documents vont être découverts, et notamment un autre contrat daté de 1475, dans lequel le chapitre de la collégiale, encore une fois, commandait à Perspicre une autre pièce de tapisserie, sans doute pour compléter les patrons qui avaient déjà été commandés en 1474. Henri Chabeuf, qui est un érudit local assez connu dans ces années-là en Bourgogne, avait déjà travaillé sur la tenture de la vie de la Vierge. Il s'était concentré sur un aspect essentiellement iconographique, mais aussi un peu stylistique. Va à nouveau travailler sur l'ensemble et va naître toute une question et de vrais débats autour vraiment de la paternité des motifs de la tenture tissée en 1500. C'est-à-dire que la vraie question, c'est de savoir, dans un premier temps, pourquoi il a été tissé 25 ans après. Des éléments de réponse, comme je viens de l'évoquer, peuvent être trouvés dans les relations qui se dégradent entre Jean Rollin et le pape, et donc son repli vers Autun. Mais la question aussi se pose de la réadaptation des motifs des patrons de 1474. C'est-à-dire à quel point, en 1500, on a modifié les patrons de Perspicre. Si on regarde vraiment de manière précise les tenues, les vêtements sur les pièces de la tapisserie, on observe, on peut voir que certains d'entre eux relèvent d'une tradition, d'une mode autour de 1500 et non de 1474, prouvant déjà qu'il y a bien eu une réadaptation du motif de Perspicre. Mais plus encore, il n'était pas évident au départ que la tenture de la vie de la Vierge était tissée d'après les cartons de Perspicre de 1474. En effet, un vrai débat d'historien de l'art était de savoir pourquoi avaient été commandés ces patrons, puisque dans le document il est écrit patron. Donc le terme patron a longuement été questionné. Alain Erland Brandenburg, historien de l'art assez connu également, très connu, médiéviste, a notamment évoqué l'idée que ça pouvait être des toiles tendues dans la nef, comme ça se faisait à l'époque, ce qui coûtait moins cher que de faire de la tapisserie. Or, Fabienne Joubert, à la fin du XXe siècle, donc là on fait vraiment un saut temporel, évoque une lecture erronée et de Alain Erland Brandenburg et de Henri Chabeuf du contrat de 1474, puisqu'en marge il était bien écrit « cartonnier pour les tapisseries ». Donc une fois ce problème évacué, on sait bien que les patrons de Perspicre ont été commandés pour être transposés initialement en tapisserie. Donc on peut se dire plus facilement que ce sont bien ces patrons-là qui ont été repris 25 ans plus tard par Hugues Lecoq. Mais on n'en a quand même aucune preuve. C'est-à-dire qu'en 1500, on n'a aucun document qui atteste noir sur blanc, du fait qu'ils ont repris ces cartons réalisés par ce peintre 25 ans auparavant. Cependant, ils ont sans doute vraiment repris ces cartons, ne serait-ce que pour des questions de moyens, parce que ces cartons qui étaient toujours dans la collégiale n'ont pas été tissés, et donc c'était bien facile, ils n'avaient pas besoin de faire intervenir un nouveau peintre, sans doute un autre pour réactualiser légèrement les compositions. Hugues Lecoq avait juste à se faire représenter sur les pièces de la tapisserie à la place de Jean Rollin, qui était initialement prévu en donateur. Et là, on voit déjà émerger une première problématique du dossier Spicre, qui va être encore plus flagrante plus tard, c'est qu'on n'a aucune œuvre de référence sûre. C'est-à-dire que le nom de Perspicre flotte autour de la tenture de la vie de la Vierge. Il est lié à cette tenture, c'est évident, d'autant plus s'ils ont tissé ces cartons. Mais encore une fois, on ne sait pas à quel point ils ont remodifié ces cartons, mais en partant de cet ensemble, de la tenture, on peut tout de même essayer de raccrocher certaines œuvres, de créer un corpus qui peut être à peu près cohérent, autour duquel flotte également le nom de Perspicre. Et c'est ici qu'il convient d'entrer vraiment dans des considérations stylistiques autour de ce dossier, qui, comme vous l'avez déjà compris, est un dossier assez complexe, mais finalement assez commun pour le XVe siècle. De cette tenture, on peut essayer de tisser et de créer un embryon de corpus. On peut notamment raccrocher une peinture murale qui est conservée dans l'église de Saint-Cassien de Savigny-les-Beaunes, donc à vraiment 2 km de Beaune, une peinture murale qui est au-dessus du chœur, dans la voûte du clocher, qui représente une assemblée de saints. Il y a des éléments qui directement sont liés à la tapisserie. C'est-à-dire que les personnages ont ni plus ni moins été représentés de la même manière sur la tapisserie et sur cette peinture conservée à Savigny-les-Beaunes. Donc Savigny-les-Beaunes, c'est une église assez intéressante. On dit que les reliques de Saint-Cassien ont été amenées en 1443 par Antoine Buisson, qui était suffragant du cardinal Rollin. Pour la peinture, la datation n'est pas évidente, potentiellement entre 1460 et 1470. Ce qui est sûr, c'est qu'elle trahit la main d'un peintre de chevalet et non de peinture murale initialement, bien que les peintres
à cette époque-là, peignaient sur le vitrail, peinture murale et aussi des peintures de chevalet. Mais ici, elle trahit vraiment la main d'un peintre habitué à peindre donc sur panneaux de bois, sur des tableaux indépendants, et surtout très influencé par l'art de Van der Weyden. Roger van der Weyden, le grand primitif flamand. Et c'est pas anodin, puisque le Polyptyque du Jugement dernier, qui est le chef-d'œuvre des Hospices de Beaune, est en place dès 1450 à Beaune. Donc il a logiquement influencé et nourri les artistes locaux. Cette peinture, on peut la relier directement à la tenture de Beaune, de la collégiale de Beaune, par des éléments qui sont clairement repris à l'identique, mais aussi par le canon. Le canon est assez écrasé, trapu, les visages sont assez ronds et les yeux peuvent être clos. C'est un canon que l'on retrouve sur un manuscrit qui est conservé à la bibliothèque municipale de Beaune, que l'on peut introduire dans ce corpus. C'est un exemplaire du Rationnel des divins offices de Guillaume Durand, donc un manuscrit, un texte rédigé au XIIIe siècle par Guillaume Durand, qui était évêque de Mende, et qui est copié pour l'iconographie directement sur un manuscrit enluminé vers 1400, conservé à Cambridge. La bibliothèque possède dans ses collections de riches manuscrits médiévaux issus des confiscations révolutionnaires faites en 1790 aux communautés religieuses. Et la plupart de ces manuscrits proviennent du chapitre de la collégiale de Beaune. Donc ce manuscrit est intéressant à plus d'un titre. Déjà, c'est un des trésors du fond de la bibliothèque de Beaune, enluminé donc vers 1470 potentiellement, 1460 minimum, 1475 maximum, donc enluminé au XVe siècle pour un texte écrit, comme je le disais, au XIIIe siècle par Guillaume Durand. Donc il est enluminé à de nombreux endroits, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de miniatures qui sont à l'encre rehaussées. Déjà, c'est une technique un peu particulière et ça a été souligné par François Avril, le grand spécialiste des manuscrits du XVe siècle. Et le peintre, par certains endroits, a eu du mal à se circonscrire à son cadre, ce qui fait que les architectures ou même les personnages sortent du cadre, ce qui déjà est assez exceptionnel et assez peu commun. Et il y a une miniature qui m'intéresse particulièrement dans ce manuscrit, elle est au folio 101. Donc cette miniature, précisément, m'intéresse déjà parce qu'on peut la relier à un panneau du Louvre. Donc on peut rajouter une œuvre dans ce corpus que nous essayons de créer autour de Pierre Spicre, du nom de Spicre. Donc cette miniature représente une messe. On retrouve encore une fois ce canon trapu et une perspective assez particulière, c'est-à-dire que la perspective est un peu gauche, si on peut dire, et le panneau du Louvre, qui est une messe de Saint-Grégoire, qui a longtemps été estampillée sous école d'Artois ou école du Nord, qui a beaucoup interpellé surtout les historiens de l'art, notamment Charles Sterling, donc le grand historien de l'art qui a travaillé sur la peinture en France au XVe siècle, qui a redécouvert Jean Hay, le maître de Moulins, et autres artistes très importants. Et donc ce panneau est directement lié aux miniatures de l'ouvrage, mais pas que celle-ci d'ailleurs, puisque là, la comparaison est très parlante, mais on retrouve cette manière de représenter les autels de manière très particulière, l'utilisation de profils perdus, et ce canon que nous essayons de présenter depuis quelques minutes. Est-ce que le panneau du Louvre dérive directement du manuscrit, ou est-ce que le manuscrit dérive du panneau du Louvre? C'est la question, on ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un lien entre ces deux œuvres, et le panneau du Louvre vient grossir finalement l'ébauche de corpus d'œuvres qui peuvent fonctionner entre elles et qu'on peut raccrocher à la tenture de Beaune et donc potentiellement au nom de Pierre Spicre. Encore une fois, à prendre avec prudence puisque nous n'avons pas de documents, mais ça fonctionne assez bien. Mais certaines attributions à Pierre Spicre ont été faites dans ce mouvement que nous avons déjà présenté, c'est-à-dire de réintéressement à cette personnalité par les érudits locaux, par les historiens de l'art. Beaucoup d'attributions qui aujourd'hui ne sont pas vraiment sérieuses ou peu cohérentes ont été faites. Donc il faut les évoquer pour justement les effacer et partir sur de nouvelles bases en attendant d'avoir trouvé un nouveau document qui fera sérieusement avancer le dossier Spicre. Puisque c'est ce qui manque en ce moment, c'est un document vraiment qui permette d'avancer, puisqu'encore une fois, nous n'avons vraiment aucune œuvre de référence sûre et certaine, ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment faire d'analyse stylistique à 100% plausible. On en est réduit vraiment à des considérations qui peuvent être parfois assez confortables quand on voit des rapprochements intéressants, et le corpus présenté fonctionne bien et est assez intéressant, mais encore une fois, tant qu'on n'a pas vraiment une œuvre documentée très sérieuse de Pierre Spicre, c'est compliqué.
Parmi ces attributions qui aujourd'hui ne fonctionnent plus, on peut citer une peinture murale assez importante qui est dans la collégiale de Beaune, dans la chapelle Saint-Léger. Alors, c'est une peinture grande qui, au-delà de ça, a un intérêt très important pour la peinture de la fin du XVe siècle en Bourgogne, qui représente sur un pan de mur la résurrection de Lazare. La scène est presque totalement entière, et sur les deux autres murs de la chapelle, on a d'autres éléments, d'autres saints, comme une sainte barbe, et le mur en face de la résurrection de Lazare est fragmentaire, donc on a deux anges et un donateur qui est encore non identifié, que dans les années 30 était identifié comme Antoine de Salins, mais aujourd'hui on n'en sait pas vraiment grand-chose. Et cette peinture, justement, a été redécouverte en 1902, soit 3 ans seulement après la découverte de la mention de Pierre Spicre dans les archives, dans ce fameux contrat de 1474. Et dans cette mention des travaux précédents de Pierre Spicre dans la chapelle Saint-Léger, il y a une phrase précise qui dit que dans la tenture de la vie de la Vierge, Pierre Spicre va représenter Jean Rollin tel qu'il est au tableau, c'est important, au tableau de la chapelle Saint-Léger, à savoir agenouillé en tunique rouge cardinalis, avec son chien et son chapeau près de lui. Donc très vite, on pense à cette peinture murale de la chapelle Saint-Léger, cependant, on n'a pas le portrait de Jean Rollin dans cette peinture, puisqu'il y a tout un pan qui est fragmentaire. Or, dans ce pan fragmentaire, dans la partie inférieure droite, nous avons un fragment de tunique rouge cardinalis, qui pouvait correspondre peut-être à un portrait de Jean Rollin. Mais là encore, c'est de la supposition, on n'en sait rien. Il faut rappeler que la chapelle Saint-Léger était la chapelle Rollin dans la collégiale de Beaune. Donc évidemment, les Rollin, et notamment Jean Rollin, devaient y être représentés jusque sur les murs. Mais le mot tableau dans le contrat a beaucoup questionné les historiens de l'art, notamment Charles Sterling, le grand historien de l'art, puisqu'on ne savait pas exactement ce que ça désignait et ça ne collait pas vraiment avec ce que l'on venait de découvrir dans la chapelle Saint-Léger. En réalité, ce mot tableau désigne sans aucun doute une peinture de chevalet, c'est-à-dire un panneau qui était posé sur l'autel de la chapelle, et vu la description de la position de Jean Rollin sur ce tableau, ça devait vraiment correspondre à la nativité d'Autun de Jean Hay, qui est faite en 1480, où il représente Jean Rollin exactement dans cette même position. Donc c'est un tableau très similaire, mais qui aujourd'hui a disparu. Parce qu'au-delà de ça, stylistiquement, les peintures murales de la chapelle Saint-Léger ne s'insèrent pas dans le corpus que nous avons évoqué précédemment, et surtout, elles n'ont aucun lien avec la tenture de la vie de la Vierge. C'est-à-dire que déjà, ne serait-ce que par le canon est beaucoup plus élancé. Le canon est très élancé et les personnages semblent avoir des petites têtes sur des corps effectivement très grands. Là où le corpus, comme nous l'avons vu, que l'on peut faire flotter autour de Pierre Spicre, accuse un canon très trapu, très écrasé. Donc ne serait-ce que d'un simple coup d'œil et stylistiquement, la peinture murale de la chapelle Saint-Léger ne fonctionne pas avec le reste. Ce qu'on peut faire en revanche, et c'est assez intéressant, c'est qu'on peut la rapprocher d'autres œuvres qui, anciennement, ont été attribuées à Pierre Spicre également. Notamment une série d'apôtres, peinture murale toujours, dans la chapelle du château de Châteauneuf en Ossois, qui a été longuement attribuée à Pierre Spicre par Jacques Bacry, qui est un antiquaire assez connu en Bourgogne et qui a fait sa thèse à l'école du Louvre sur Pierre Spicre en 1933. Et cette attribution de ces apôtres de Châteauneuf ne fonctionne pas non plus avec ce corpus que nous essayons de présenter. Mais par contre, les apôtres de Châteauneuf se rapprochent de la chapelle Saint-Léger de Beaune, ne serait-ce que déjà par leur matérialité, bien que ce ne soit pas vraiment un indice, parce que les œuvres ont été beaucoup restaurées, ces peintures ont été restaurées, pour la chapelle Saint-Léger, notamment dans les années 1970 par Isao Takahashi, qui est un maître fresquiste japonais qui a beaucoup restauré de peintures murales médiévales en Bourgogne. C'est important de le citer. On retrouve dans les apôtres de Châteauneuf ce canon très élancé avec une petite tête que l'on a également sur la peinture murale de la chapelle Saint-Léger. Également dans le traitement des étoffes et la palette, on décèle vraiment un lien, une sorte de cohérence. Donc cette attribution des peintures de la chapelle Saint-Léger à Pierre Spicre, dans un premier temps, n'est pas vraiment une aberration, puisqu'elle coïncide vraiment avec la redécouverte des documents, des mentions, et là il s'agit vraiment d'une lecture erronée d'une mention dans un document. Mais il y a eu d'autres attributions qui ont été faites sans aucun document. Et là, c'est plus problématique. On peut notamment évoquer des peintures murales qui sont conservées au château Saint-Mère à Lausanne. Donc vraiment, une production cisjurane, on n'est plus en Bourgogne, on est en Suisse aujourd'hui. C'est une
Une peinture murale dans l'embrasure d'une fenêtre, donc qui couvre les deux côtés, c'est une assemblée de personnages avec l'évêque Benoît de Montferrand, qui était assez important à cette époque-là à Lausanne. Première problématique, la peinture a été beaucoup restaurée, elle est très abîmée. Également, elle est redécouverte au début du XXe siècle, donc les érudits locaux de Lausanne, qui avaient dû entendre parler de la redécouverte de la mention de Pierre Spicre à Beaune, puisque Beaune, Lausanne, ce n'est pas très loin, se sont dit également on va s'intéresser à ça. On vient de redécouvrir des peintures murales que l'on peut dater des années 1470, peut-être que c'est Spicre. Mais au-delà de ça, il y a une mention qui est découverte parallèlement dans les archives de Lausanne, une mention d'un magister Spicre qui a travaillé en 1473 à la réalisation des volets peints du retable de la cathédrale de Lausanne. Ce retable a été détruit dès les années 1520 car emporté par les Bernois. Cependant, il n'y a aucune mention de la peinture du château Saint-Mère. La seule mention qui existe à Lausanne, c'est la mention de Magister Spicre de 1473. On ne sait pas qui est ce Magister Spicre. Est-ce que c'est Guillaume? Est-ce que c'est Pierre? Est-ce que c'est un autre Spicre? Et surtout, à aucun moment, la peinture est mentionnée. Et cette peinture est redécouverte dans un mauvais état, a été restaurée, et stylistiquement, encore une fois, ça ne peut pas fonctionner. Et on ne peut pas poser une attribution stylistique sérieuse face à une œuvre qui a autant souffert. En revanche, cette peinture murale du château Saint-Mère peut être rapprochée de deux tableaux conservés au musée des Beaux-Arts de Dijon, qui eux aussi, anciennement, ont été attribués à Pierre Spicre. Vous voyez, c'est assez compliqué ces attributions, c'est un dossier assez complexe. Ce sont deux portraits découverts au château d'Épiry en Saône-et-Loire, au début du XXe siècle, qui ont été dans la collection Rockefeller, puis qui sont entrés au Louvre, et le Louvre les a mis en dépôt au musée des Beaux-Arts de Dijon. Ce sont deux portraits très très beaux, très très importants pour le XVe siècle, sur fond vert, un homme, une femme, traditionnellement identifiés comme Hugues de Rabutin et Jeanne de Montaigu, puisque Hugues de Rabutin était seigneur d'Épiry, mais ça encore une fois, l'identification du modèle est assez complexe, on n'en sait pas grand-chose, mais pour le coup, l'écriture de ces tableaux, si on peut utiliser le mot écriture, se rapproche des peintures de Lausanne. Car les peintures de Lausanne, bien qu'elles soient donc hors Bourgogne, on voit clairement un trait bourguignon. Ça, on peut le déceler. On voit une vraie écriture bourguignonne et il y a un lien avec ces deux panneaux du musée des Beaux-Arts de Dijon. Et ce qui est intéressant, c'est que si on prend toutes les anciennes attributions à Pierre Spicre, je vous en ai épargné quelques-unes qui sont anecdotiques, c'est pour dire à une époque, je pense que dès qu'on découvrait une peinture murale dans les années 1920 en Bourgogne, c'était Pierre Spicre, ou c'était un peintre justement qui était un peu star à ce moment-là, parce qu'on avait les mentions d'archives. Mais ça ne marchait pas du tout stylistiquement. Mais si on prend toutes ces anciennes attributions, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait plusieurs groupes dans ce même groupe. C'est-à-dire qu'on a ce groupe un peu central qui peut être entre guillemets sérieux, autour de la tenture, avec donc le manuscrit de la bibliothèque de Beaune, ce que nous avons déjà évoqué, la peinture de la chapelle Saint-Léger, que l'on peut rapprocher des apôtres de Châteauneuf-en-Ossois. Alors pour l'identité du peintre, on ne sait pas vraiment. Certains historiens de l'art ont évoqué peut-être un maître actif vers Châlons pour Jean Germain, qui était évêque à ce moment-là à Chalon-sur-Saône. C'est très difficile à savoir. Vraiment, dans cette peinture, il y a des influences italiennes. C'est assez difficile pour l'instant de poser une attribution sérieuse, juste d'un point de vue stylistique. Et à côté de ça, on a ces peintures à Lausanne qui sont totalement isolées, qui sont peut-être liées à Pierre Spicre, mais on n'en sait rien. Et tant qu'on n'a pas de documents, c'est impossible de le savoir. Et encore une fois, dans l'état actuel de la peinture, on ne peut pas faire un rapprochement sérieux. Et c'est le gros problème de ce dossier Spicre, globalement, c'est qu'il souffre d'attributions anciennes qui sont encore en vigueur et qui ne fonctionnent plus du tout. Et pendant longtemps, des œuvres insignes très importantes pour la peinture en Bourgogne au XVe siècle ont été attribuées à Pierre Spicre. On peut penser notamment aux peintures murales de la chapelle de Ferry de Cluny, à Autun, dans la cathédrale Saint-Lazare. Donc les Cluny sont, avec les Rollin, la grande famille de mécènes très importante à Autun. Les Rollin occupaient la ville haute, vers la cathédrale Saint-Lazare, les Cluny, la ville basse. Il reste encore quelques vestiges de leur palais. Et dans la cathédrale Saint-Lazare d'Autun, il y a une chapelle qui était entièrement peinte, dans laquelle il y avait un tableau d'autel réalisé par Hans Memling, très important, qui aujourd'hui est au Metropolitan Museum de New York. Et le cycle de peinture murale, qui est une procession de Saint-Grégoire, est très détérioré. On la voit presque plus aujourd'hui. Et pendant longtemps, elle a été attribuée à Pierre Spicre. Et de même, au musée Rollin d'Autun, on conserve quelques fragments du décor de la chapelle Saint-Vincent de la cathédrale Saint-Lazare d'Autun, qui était la chapelle Rollin également. Ce sont des fragments d'une peinture murale qui représentait le miracle de Saint-Vincent. Donc on a un fragment avec le visage de Jean Rollin, un fragment avec une vierge, un fragment avec un personnage, et des fragments avec des corbeaux.
assez intéressant d'ailleurs, mais ces fragments ont été transposés sur toile déjà au XIXe siècle, donc la peinture a énormément souffert, ce sont des petits fragments, et également anciennement attribués à Pierre Spicre. Donc par déduction, on peut se dire que si Pierre Spicre a réalisé les patrons des histoires de Notre-Dame de Beaune pour le comte de Jean Rollin et qu'avant ça, il avait déjà travaillé pour Jean Rollin dans la chapelle Saint-Léger, peut-être qu'effectivement il travaillait aussi pour lui à Autun et qu'il a peint le décor de la chapelle Saint-Vincent. Mais rien ne le prouve dans le cas, encore une fois, de cette œuvre. Et c'est une œuvre qui a été beaucoup détériorée. Mais tant qu'on n'a pas de documents, et je pense que c'est la conclusion de tout ce dossier et cette problématique, c'est que tant que nous n'avons pas de nouveaux documents, on ne peut pas faire avancer sérieusement le dossier Spicre. J'ai pas évoqué beaucoup son père, puisqu'on a encore moins de choses sur lui. On sait effectivement qu'il a été assez important auprès des ducs de Bourgogne, donc avant Pierre, dans les années 1450-60. On sait qu'il meurt un an avant Pierre, en 1477. Mais là, on a encore moins d'œuvres potentiellement à mettre au centre. L'œuvre qui peut être intéressante, et c'est ce que je disais dans la bibliothèque, c'est qu'il faudrait une étude profonde du manuscrit, du recueil de l'hôpital du Saint-Esprit de Dijon, qui là peut vraiment débloquer, ou du moins faire avancer la question de l'atelier Spicre à Dijon, et du travail en collaboration de Pierre avec Guillaume et d'autres élèves potentiellement. Donc dans l'attente de ce nouveau document, qui finira ou pas d'ailleurs par ressurgir, ce que l'on peut faire, c'est balayer les anciennes attributions à Pierre Spicre pour repartir sur de nouvelles bases et des bases plus saines, puisqu'il y a beaucoup de ces attributions qui sont encore en vigueur à échelle locale, y compris les peintures de la chapelle Saint-Léger à Beaune, et nous l'avons vu, on peut effectivement lier des œuvres entre elles. Et le nom de Pierre Spicre peut flotter autour, y être apposé, mais nous n'avons encore une fois aucune certitude. Ce dont on est sûr, c'est que Pierre Spicre a réalisé les patrons en 1474 pour Jean Rollin.